La route verte nous fera traverser deux pays à la fois proches et différents, le Vietnam et le Cambodge. Le premier est l'un des derniers pays communistes et le deuxième est une monarchie constitutionnelle à tendance autoritaire. Leurs deux peuples ont souffert de la guerre pendant de nombreuses années et commencent à peine à s'en remettre. La première partie du voyage commencera au sud du Vietnam et il se terminera au nord du Cambodge, à Angkor. Un voyage solidaire qu'un groupe d'amis a choisi de faire dans le respect des voyages équitables. Une partie du prix de leur séjour est reversée à plusieurs organisations humanitaires locales qui œuvrent tout au long de la route verte. Ils sont médecins, hôteliers, sportifs de haut niveau, chercheurs ou artisans. Ils visitent tous pour la première fois cette région du monde. C'est une aventure proche des gens, simple, avec beaucoup d'attentes et de curiosité, qui débute à Ho Chi Minh Ville, l'ancienne Saïgon. Pour moi, c'était une découverte totale, puisque je ne connais pas l'Asie, je connais un petit peu d'autres pays, d'autres parties du monde. Et donc je m'attendais à moins de misère finalement, moins de pauvreté, mais je pensais que dans un pays, ancien pays communiste, je ne pensais pas que il y avait aussi peu de... Le développement était si retardé. On essaye de ne pas bronzer idiot et de faire un peu de bien dans la mesure de nos maigres possibilités. Mais oui, bien sûr, c'est très intéressant de pouvoir passer sans uniquement faire des photos et aller d'une étape à une autre, d'approfondir un peu avec la population, les contacts. Oui. La démarche est intéressante, ne serait-ce qu'en tant que touriste, parce qu'on est un petit peu à côté des sentiers battus. Demain, on va dormir chez l'habitant. Donc tout ça sont des aspects de ce voyage qui sont assez étonnants et peu communs. Avant de quitter Ho Chi Minh Ville, le groupe d'amis a rendez-vous dans ses faubourgs avec une jeune femme qui a quitté sa Suisse natale il y a une vingtaine d'années. Elle a créé de toutes pièces la Maison de la Chance, une structure qui accueille les plus démunis. Elle s'appelle Tim et possède une énergie rare lorsqu'il s'agit de mener à bien son combat. Je vais vous présenter un peu les gens qui habitent ici, à la Maison de Chance. Hello. Ici c'est Tang, qui a l'air d'un mafioso. Tang, il est à la maison depuis très longtemps. Il a eu un accident du travail, il s'est brisé la nuque. Et la plupart des personnes qui sont chez Hollande ici sont des gens qui ont eu un accident du travail. Au Vietnam, les structures officielles ne prennent pas en charge les handicaps, qu'ils soient dus aux accidents du travail, aux mines antipersonnelles, à l'agent orange qui continue, longtemps après la guerre, à faire des ravages. Oui, c'est vrai qu'on voit des choses qu'on ne voit pas quand on se promène tout simplement en tant que touriste, qu'on n'ose même pas regarder, auxquelles on n'a pas accès. Et c'est assez exceptionnel, c'est un caractère humain extraordinaire par rapport au voyage traditionnel. À côté des beautés photogéniques qu'on voit partout, là c'est vrai que c'est très attachant, c'est très différent. Ces cadeaux sont de qui? C'est Dominique. Et nous deux, voilà. Tout le monde, la collective. Tout le monde, allez. Très bien, merci beaucoup Dominique et tout le monde. Aujourd'hui c'est dimanche, Et ça, ce sont des crayons. Ils ne sont pas en classe, mais on va leur donner ça. Merci tout le monde. Merci Voilà. tout le monde. Ça nous fait plaisir. Làm cho họ vui lòng. Lại hoặc là tạm biệt cũng được. Ouais, enfin, c'est compliqué. Hein. Xem Very difficult, ça. Hangaplai. Même chose. Même chose. On échange, on communique. Alors c'est très court, hein, parce que ça va de bonjour à au revoir, mais entre les deux, bah, hein, à part ce qui peut se passer par les yeux, on a du mal à communiquer. Voilà. Hangaplai. Bye bye. Au revoir. See you soon. Yeah. Bye bye. On est KO, quoi. C'est vraiment, cette femme elle a une énergie extraordinaire, effectivement. Et pour moi, comme médecin, c'est une leçon d'humanité. Il n'y a rien à dire. On tenait à vous remercier, Tim, pour l'accueil que vous nous avez réservé et surtout pour
la dévotion et l'accomplissement et l'aboutissement de ce travail absolument magnifique. Et donc vraiment, vous avez fait quelque chose d'extraordinaire. Je crois qu'on est tous émus. On tenait à vous remettre symboliquement cette petite enveloppe en échange de ce joli calendrier 2010. C'est vraiment... Merci beaucoup. Magique. Avec un petit appareil. Le groupe parti, Tim explique l'origine de son engagement. Ça a commencé il y a bien longtemps, hein, il y a plus de 18 ans. J'étais en Suisse, dans la région francophone, et je faisais de la peinture. Donc j'ai décidé de découvrir le monde et de nourrir mon pinceau de nouvelles couleurs. Donc j'ai fait un voyage assez long depuis l'Europe pour arriver jusqu'au sud du Vietnam. Et là, un soir, en rentrant à mon petit hôtel, j'ai entendu pleurer dans une ruelle sombre. Et puis comme je suis curieuse, j'étais dans la ruelle. J'ai découvert un petit garçon qui était en fait un petit Cambodgien, qui était assis à côté d'un tas d'ordures et qui n'avait pas l'air en bonne santé du tout. Et donc moi, avec mon innocence de la jeunesse, je me dis il n'a pas d'endroit pour passer la nuit. Je vais l'accueillir temporairement. Et je me suis confrontée en fait à... Il était d'accord, mais on s'est confronté donc à la réceptionniste du petit hôtel qui ne voulait pas d'un garçon sale, de couleur, en plus, sans papier, un enfant des rues. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et le jour d'après, quand je suis sortie de mon hôtel, ce petit garçon était là, il m'attendait. J'ai décidé de commencer à m'occuper de ce groupe d'enfants défavorisés. Et il y en a eu un, il y en a eu deux, il y en a certains qui étaient malades. Et donc j'ai commencé à louer une petite maison dans la banlieue de Saigon. Et quand j'ai vu le travail qu'il y avait à faire avec un enfant, si je voulais vraiment l'aider à retrouver un équilibre dans la vie, j'ai accepté cette mission et j'ai rassemblé plus d'enfants dans la même situation pour qu'ils retrouvent une vraie famille, une nouvelle famille. Xin chào mọi người. Xin chào, khỏe không? Nous sommes dans l'atelier de peinture du Centre Envol. Cet atelier a une quinzaine de peintres qui ont un point commun. La plupart sont en chaise roulante en fait. Et ils sont en chaise roulante à cause d'un accident du travail. Et comme ils ont eu pas mal de complications, qui sont devenus paralysés, le peu de famille qui leur restait les a abandonnés. Et donc ces gens qui étaient des saisonniers, des gens qui faisaient un travail très très physique, aujourd'hui ils ont pas fait l'école des beaux-arts, mais ils sont devenus des artistes peintres. Peut-être pas tous des artistes, mais en tout cas des dessinateurs. Voilà. Quand j'ai découvert tous ces gens qui étaient des valides, qui sont devenus complètement paralysés, ces gens-là, ils n'avaient qu'une envie, c'était de mourir, pour la plupart. Et donc le challenge était de leur expliquer qu'ils n'avaient rien perdu de l'essentiel. Nos jambes sont très utiles pour se déplacer, mais nos jambes ne sont pas intelligentes. Et que l'essentiel est ici et qu'ils ont les moyens de... Donc on a essayé de leur donner les moyens d'utiliser leur potentiel qui restait. Je suis tombée d'un cocotier. Il était alité dans cette maison avec des grosses escarres et il était couché. Et les villageois disaient qu'il était hanté par les mauvais esprits. En fait, il attendait la mort. Et à ce moment-là, il s'est dit je ne vais pas avoir si peu de dignité, je ne veux pas mourir ici. Je vais essayer de partir pour qu'on ne me voit pas mourir, en fait. C'était ça son plan. Aujourd'hui, de réussir à faire des peintures qui peuvent plaire et qui aient une certaine acceptation de la société du modeste travail que je fais, c'est une immense joie. Ouais. La Maison de la Chance de Tim mérite son succès. Avec abnégation, elle se bat chaque jour pour trouver des fonds et apporter de l'espoir et un avenir à ses pensionnaires, qui sont de plus en plus nombreux. Son nouveau projet, une structure d'accueil qui hébergera des couples handicapés. Des investisseurs étrangers lui apportent leur soutien financier pour ce projet. Et c'est vrai que notre objectif principal, c'est d'aider les gens à retrouver un équilibre pour qu'ils repartent dans la société. Donc je pense que c'est important d'utiliser notre savoir-faire pour répéter ça, parce que ça fonctionne assez bien. De répéter ça peut-être dans d'autres régions du Vietnam. Il n'y a pas vraiment de limite dans le temps. Moi, j'ai juste peur de mourir et d'avoir pas fait assez.
Notre groupe d'amis est en route vers le delta du Mékong. Sur la route, un arrêt étonnant à Tay Ninh pour la visite du grand temple taoïste. Au Vietnam, toutes les religions sont pratiquées. Celle-ci est née au début du XXe siècle et compte pas moins de 2 millions de fidèles. Elle prône un Dieu unique et réunit tous les préceptes des autres religions en une religion universelle. Des guides spirituels tels que Victor Hugo, Jeanne d'Arc, Pasteur, Lénine, Churchill, Shakespeare sont vénérés par les fidèles taoïstes et consultés par les médiums de la secte. Étonnant, kitschissime, émouvant. Très bien, je crois que je vais me convertir. Parti des hauts plateaux tibétains, le Mékong s'écoule sur près de 5000 km et les vies de 90 millions de personnes en dépendent. En bout de course, juste avant de se jeter dans la mer de Chine, les eaux du grand fleuve s'épanouissent en 9 bras qui créent le delta vietnamien. Ils y apportent richesse et prospérité. C'est sur un bateau traditionnel que le groupe va poursuivre son voyage. Une nouvelle découverte encore, une chaque jour. Oh, c'est génial, c'est fabuleux. Bah nous le Mékong, hein. Non, ça a l'air super, ça a l'air super. Il fait chaud, il fait bon. Et puis après le déjeuner, comptez que dans l'après-midi, vers 4h30, on débarque avec l'annexe pour visiter un petit village, promenade à pied. Est-ce qu'il y a la clim là-dedans? C'est mignon tout plein. Comme c'est Ah, il y a la joli. clim. C'est adorable. C'est parfumé. Quelle merveille. Il y a la clim. Ça, c'est agréable, la clim. Voilà, tout confort. C'est superbe. Écoute, comme dans un yacht. Elle est pas belle la vie? Vous avez là des orangers, hein, au loin là. Ah oui? Des orangers. Et il y a beaucoup de fruits, de fruits. Et puis les mangues. Au fil de la navigation, la présence humaine sur le fleuve et ses rivages est de plus en plus discrète. C'est dans le petit village de Zazuan Yep que nos amis sont attendus pour boire le thé. Le but de l'excursion, c'est tout d'abord de découvrir un peu la campagne du Mékong, l'endroit où vivent les gens. J'espère que vous avez eu pour tout petit contact avec les gens et leur manière de vivre. Vous pouvez voir en même temps, on vous a expliqué qu'ici, on fait surtout pousser du riz aux endroits où la terre est moins fertile. Et si la terre est fertile, on fait des cultures, on fait des vergers. Ce n'est pas souvent que nous recevons des touristes. Tous les 3 ou 4 jours, il y a 2 ou 3 personnes, pas plus. Aujourd'hui, c'est la première fois que nous avons un groupe aussi grand. Le côté positif lorsqu'il y a de la visite, c'est que nous recevons une petite somme de la part de l'agence qui organise cette rencontre. Il y a un groupe de Coréens qui est venu ici il y a 1 an, et lorsqu'ils ont vu notre condition de vie, ils ont décidé de financer la construction de cette maison. Et j'en suis très heureux. Là, on va dire qu'il prend dans le
Il y a une grande partie de la population, je me suis essayé de dire qu'il y avait à peu près 20 millions de personnes qui vivaient dans le delta du Mékong. Et en fait, on ne peut y accéder que par bateau. Donc c'est vraiment un très bon moyen d'aller à la rencontre des gens dans leur petit village, leur voir leur façon de vivre. Et vraiment, je crois que c'est un moyen autre que les voies terrestres. Et ça, on ne peut y accéder que par bateau. Le voyage à bord du Bassac touche à sa fin. Le long des rives, les élevages de pangas, le poisson-chat du Mékong, se sont multipliés ces dernières années. Ce poisson est en voie de disparition à l'état naturel. À une cinquantaine de kilomètres de là, toujours sur les bords du Mékong, M. Locke rejoint sa maison. Au Vietnam, il n'est pas simple de faire commerce avec les étrangers, surtout s'il s'agit de les recevoir chez soi. C'est un ami qui travaille dans le tourisme qui m'a proposé d'ouvrir cet endroit aux touristes en l'an 2000. Au début, j'ai commencé par faire un peu de restauration, et si des touristes souhaitaient rester et dormir, je les recevais dans ma propre maison. Comme il y a eu de plus en plus de visiteurs qui souhaitaient passer la nuit, j'ai décidé de construire ce dortoir dans mon jardin. Aujourd'hui, nous recevons chaque mois entre 130 et 140 voyageurs. D'un point de vue économique et grâce à leur présence, les conditions de vie de ma famille s'améliorent de jour en jour. Cette activité a créé du travail non seulement pour ma famille, mais aussi pour plusieurs personnes du voisinage. Tout le monde est content. Maintenant, plutôt que d'agrandir l'endroit, j'ai comme projet une restauration. J'ai prévu que le nombre de visiteurs n'augmentera pas dans les années à venir, et je vais donc améliorer les bâtiments existants. Chaque mois, ce gîte génère près de 400 € de revenus. Hébergement, restauration sont les deux principales activités. Sa femme s'occupe de la cuisine, aidée par 3 autres personnes. Une cuisine traditionnelle qui, par manque de réfrigérateur, n'utilise que des produits frais achetés aux petits vendeurs locaux. Je suis en train de préparer des légumes que nous appelons liserons d'eau pour un groupe de touristes français. Ils doivent passer la nuit ici. Chaque fois que je vais au marché, les marchandes sont bien contentes de me voir arriver, car avec moi, elles écoulent leurs marchandises et grossissent leurs revenus. En moyenne, je dépense près de 900 € par mois. C'est beaucoup. En général, les plats traditionnels du Sud que les voyageurs aiment bien sont les rouleaux impériaux que tout le monde appelle les nems. Ils aiment bien les beignets de fleurs de bananier typiques du delta du Mékong et le poisson appelé oreille d'éléphant qui est très apprécié. Une loi oblige les Vietnamiens à déclarer à la police le numéro de passeport des étrangers et le temps qu'ils passent chez eux. Dans le hameau de Phu Thuc, M. Locke a convaincu les autorités communistes du bien fondé de son projet de gîte pour les étrangers, d'autant que ceux-ci sont de plus en plus nombreux à venir et que les structures officielles ne suffisent plus. Lara, tu viens là ou tu vas à côté? Bon, bah, il y a tout ce qu'il faut. Hein. Mais sinon, tu vas à côté. Il y a la moustiquaire, donc c'est bon. Hein. C'est le principal, surtout ici. Ça fait 7h maintenant, il est 9h30. Il va pas descendre ici. Je marque le territoire. Ça va pas descendre ici. Il y a des tongs à disposition. Je suis ravie, je pensais qu'on allait tous coucher chacun dans une maison, donc ça va être une belle expérience de dormir en communauté. Non mais attends, il reste une place, alors viens Martine devant. Je me lavais les cheveux, moi. Bah, ça pourrait être pire. À la guerre comme à la guerre. Hein? Non, c'est clean. C'est clean, c'est bien. Bon, allez. Dis donc, c'est propre, c'est le principal. Ouais, puis de toute façon, il y a pas... la lumière aussi. Hein? Oui, on est ce soir la lumière. Ah ouais, bien, le groupe électrogène n'est pas armé. Ah oui, remarque, oui. Bah, sinon, on va pédaler, quelqu'un pédalera, hein. On va se relayer au tour de rôle. Mais pas tout de suite. Le groupe profite de ce havre de fraîcheur pour oublier les 35 degrés qui les ont matraqués toute la journée. Une partie d'entre eux, aussi gourmande que curieuse, assiste à un cours particulier. Alors je mets le gant. Ah, je peux le faire, j'adore. Attends. Alors c'est quoi ça? Gingembre, non? Gingembre? Ginger? Ginger. Curcuma. Ouais, vraiment. Non, ça c'est gingembre, je crois. On est en train de mélanger On entend des nems ou des pâtés impériaux. une farce, mais on se demandait ce que c'était ce petit chose jaune qu'on n'arrive pas à savoir ce que c'est. On va voir le goût. Goûte.
pas ce que c'est. C'est ça qui donne le côté croquant. On dirait du gaz. C'est pas du tout, c'est pas du tout le gaz. Bantray. Oui, Bantran, oui, aussi. Ouais. Alors attends là. Tu vois, elle te montre. Ouais, j'étais un peu feignant, je l'ai moins tassé que l'autre, elle l'a vu tout de suite. Tu fais quoi? Tout de suite, elle l'a vu, j'avais moins tassé. Ah oui. Parce que là, j'avais bien Petit bien pain. tassé pour nous, dès le départ. Attendez, il y a un truc. On va pas entendre un mot. On va tous. On devrait les voir parce que. Le soleil à peine levé, le fleuve est déjà en pleine effervescence. Ce matin, après une bonne nuit réparatrice, notre groupe doit quitter le Vietnam par le fleuve. Direction Phnom Penh, capitale du Cambodge. Changement de guide et de drapeau. C'est à bord d'une vedette rapide que le voyage transfrontière doit se faire. 5 heures de navigation en perspective. On sent pas tout de suite la différence. C'est des bateaux sur le fleuve, les pêcheurs, mais le paysage change un petit peu. Ce voyage fluvial, qui devait être sans souci, est ponctué par un incident qui stoppe l'embarcation au milieu de nulle part. Apparemment, il a touché un bout de bois avec son hélice et il vérifie simplement pour savoir si l'hélice est cassée. Et si elle est cassée, soit il doit la remplacer. Normalement, c'est pas un problème de moteur, d'après ce qu'il a dit. C'était plutôt un problème d'hélice, mais qu'il fallait pas s'inquiéter. Il y avait d'autres bateaux qui pouvaient venir nous emmener. Mais l'équipage s'active trop pour que la panne soit anodine. Verdict sans appel. Machine one, when this one connects to the pilot with the engine is broken. Yeah, Voilà. Yeah. No way. En conséquence, la vedette rapide est devenue inutilisable. En attendant un hypothétique secours, autant prendre cette panne du bon côté et en profiter. T'as pas perdu ton caleçon ? C'est très luxueux en réalité, cette petite croisière. Avec un arrêt dans le Mékong. C'est au bout de 2 heures qu'une autre vedette rapide vient enfin à leur secours. Arrivé à Phnom Penh, capitale royale du Cambodge. Cette ancienne terre d'Indochine a vécu les pires horreurs durant le génocide Khmer Rouge. La population, fortement marquée, tente d'oublier cette partie de son histoire et de se tourner vers l'avenir. Le groupe quitte Phnom Penh pour se rendre au nord-ouest du pays, à Siem Reap, la porte d'entrée des temples d'Angkor. Alors aujourd'hui, on prend l'avion et on va sur Siem Reap, donc les temples d'Angkor. Donc on a passé une journée à découvrir Phnom Penh, donc le palais présidentiel, donc plein de... Bon alors aujourd'hui, c'est la fête du Tet. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas pu tout voir parce que c'était la fête un petit peu partout dans les rues.
Et c'est aussi assez exceptionnel de vivre une nouvelle année dans un contexte pareil, quoi. Il faut une bonne heure de vol pour rejoindre l'aéroport de Siem Reap qui, chaque année, reçoit des dizaines de milliers de visiteurs venus admirer les temples d'Angkor. Siem Reap est bâti tout près du lac Tonlé Sap, le plus grand lac d'eau douce d'Asie du Sud-Est. Chaque année, de fortes crues ont obligé les villageois à adapter leur habitat. Certains vivent sur l'eau, regroupés en villages flottants et itinérants. Nikki McGavin est irlandaise. Elle se rend dans l'un de ces villages, uniquement accessible par bateau. 3 heures de navigation sont nécessaires. Nikki travaille pour l'association française Osmose, qui œuvre pour la protection de l'environnement du lac et de ses habitants. Les villageois vivent de la pêche et de l'artisanat, mais la plupart vivent sous le seuil de pauvreté. Nikki suit avec attention la mise en place de petits potagers flottants financés par l'association. Ici, on voit un jardin qui flotte, qui a été construit par Osmose. On en a construit 27, je crois, dans le village. L'objectif des jardins, c'est que pendant la saison de la mousson, où c'est plus possible de cultiver des légumes et des herbes sur le terrain. Et dans ce moment-là, il faudra acheter, ce qui coûte cher parce qu'il faut les amener ici. Ça donne les gens un peu plus de sécurité alimentaire. Qu'ils n'auraient pas autrement. Impossible de dire avec précision combien de personnes vivent dans ce village. Sans doute plus de 4000. Certains élèvent des crocodiles sous leur plancher pour les revendre ensuite à des tanneurs. L'eau est partout présente, mais personne ne semble la voir. Elle est à la base de la vie sociale et économique. Maintenant, on est sur la plateforme de Serail pour la coopérative qui a aujourd'hui une quarantaine de femmes qui travaillent et tressent le gisement d'eau qui pousse sur le lac en hyperabondance et qui bloque la rivière et bloque les pêcheurs et qui est une vraie, on peut dire, une clé écologique. Et du coup, on a des femmes ici qui tressent des nattes, des sacs, et on les vend ici dans la plateforme. Et aussi à Phnom Penh et à Siem Reap. Et on a aussi des ventes potentielles internationales. Si on vend ce sac ici à Phnom Penh pour $10, cette jeune fille, elle gagnera $6 de ce coût. Dans les 6 derniers mois, avec tout ce qui fait Osmose dans le village, l'écotourisme communautaire et Serail et toutes les activités associées, il y a une centaine de familles qui ont gagné $20 000 partagés entre eux. Et même une femme qui a gagné $200 dans un mois, ce qui est un salaire assez important dans ce village qui est pauvre. Que les touristes viennent, c'est important pour le village et c'est une source de revenus qui est assez importante. Et aussi, c'est une manière de mettre en valeur l'environnement pour que ça reste protégé. Ce qui est bon pour l'environnement et pour les oiseaux et pour les gens aussi. Parce que le mieux que l'environnement est protégé, le plus de touristes qui peuvent venir et puis tout le monde est mieux. Peu de touristes viennent jusqu'ici. À la prochaine mousson, lorsque les eaux remonteront, chaque maison lâchera ses amarres et partira s'abriter des vents derrière la cime des arbres engloutis. À Angkor, ce sont les arbres qui ont englouti les temples. Une beauté longtemps oubliée, aujourd'hui classée au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. L'ancienne capitale khmer, fondée au IXe siècle, n'en finit pas d'émerveiller ses visiteurs.
C'est là que nous retrouvons notre groupe d'amis. En plus des visiteurs, une vie économique est bien installée sur le site immense d'Angkor. Guides, vendeurs, transporteurs et artistes gagnent un peu d'argent grâce au site. Le site est très impressionnant. Je l'avais vu en photo. Ce qui m'impressionne, c'est la végétation. Ce sont ces arbres immenses. Immenses. La plupart ont plus de 300 ans. Et ça, c'est très très impressionnant. C'est un peuple délicat. Et même les petits-enfants sont assez gentils. Ils sont... Bon, tout à l'heure, j'étais avec une petite, elle m'a suivi pendant 300 mètres. Je lui ai donné $1, je ne vais rien acheter. On n'est pas harcelés. Bon, ils sont présents, ils sont omniprésents. Mais ils sont fins, c'est un peuple très fin. Il y a pas mal d'enfants, je suis assez impressionnée qu'ils les laissent un peu partout comme ça. Il y a des jeunes, des très jeunes, qui savent compter jusqu'à 10, $1, tout est $1. Donc ils commencent très jeunes pour l'apprentissage de la vie et le commerce. J'imagine que pour eux, c'est une aubaine parce qu'ils ont accès librement. Je ne pense pas que dans d'autres sites en Europe, on puisse accéder comme ça librement pour faire une vente, ce qu'on appellerait une vente à la sauvette. Ici, c'est légalisé visiblement et ils y ont accès et personne n'est là pour les arrêter. Et donc pour eux, c'est une façon de vivre. J'aimerais savoir si ces enfants sont scolarisés le matin, par exemple, ou ils font des écoles. Je ne sais pas du tout ici comment ça se passe, mais il y a beaucoup de jeunes en fait. Nous sommes nombreux à travailler ici, mais nous pouvons gagner 4 ou 5 $ par jour. Ce n'est pas facile, mais c'est toujours ça. Mais ce qui se dit à voix basse, c'est que ce serait la police qui surveillerait le site et qui accepterait ou non ces vendeurs. Un bail renouvelable à condition qu'il rapporte à tout le monde. Le site d'Angkor est immense, il s'étend sur 400 km². À l'intérieur, quelques villages où habitent la plupart du temps ceux qui travaillent dans les temples. Pour entrer dans ce gigantesque périmètre fermé, il faut montrer patte blanche et payer un droit d'entrée. Dans le cadre de leur voyage, les membres du groupe d'amis que nous suivons participent financièrement à l'aide et au développement d'associations. C'est le cas pour cette petite institution implantée sur le site d'Angkor. Elle appartient à une association d'origine française, Krusartme. Sa responsable, Tim Sup, a 69 ans et a connu toutes les misères du monde sous le régime des Khmers rouges. Elle a choisi de consacrer sa vie aux enfants. Dans ce centre, maintenant, il y a 36 enfants, 19 filles et 17 garçons. Ces enfants-là sont des orphelins. Il n'y a pas de parents. Et la deuxième catégorie, ils ont des mères seulement. Et troisième catégorie, ils ont des pères seulement. Et la quatrième catégorie, ils ont des parents, mais les parents sont divorcés et les enfants sont abandonnés. Dans ce sens, il y a 3 activités. La première activité, c'est la protection. Nous donnons aux enfants 3 repas. Et la deuxième activité, c'est l'éducation. Tous ces enfants-là vont à l'école publique. Et à partir de 17 ans, quand ils ne peuvent pas continuer leurs études, nous cherchons l'école technique. Quand ils sortent de l'école, ils vont travailler dans l'hôtel, dans le restaurant. Quand ils travaillent pendant 3 mois, ils sortent du centre pour habiter en dehors parce qu'ils ont l'argent pour eux-mêmes.
Lorsque j'étais petite, je vivais avec mon père et ma mère, mais ma maman est morte. J'avais 2 sœurs et 3 frères. Mon père était trop pauvre pour pouvoir nous élever et il n'avait plus de travail. Alors les gens de Crous-Artmé sont venus chez moi et ils m'ont emmenée dans ce centre pour que je puisse grandir normalement. À cette époque, j'avais 3 ans. Les gens de Crous-Artmé nous ont recueillis tous les 5, mes frères, mes sœurs et moi. Lorsque je suis arrivée ici, j'ai habité 2 années dans ce centre avant d'aller à l'école. C'est l'école qui m'a aidée à survivre. J'y suis entrée à l'âge de 5 ans et je crois que depuis, j'ai toujours été une bonne élève. J'aime étudier. J'ai comme objectif de devenir comptable et peut-être si j'y arrive, je pourrai aider à mon tour cet institut qui est devenu ma maison. À l'avenir, lorsque j'aurai un travail, je fonderai une famille et avec l'argent que je gagnerai, j'achèterai un terrain pour y construire une maison. Alors avec de la chance, j'aurai un gentil mari et nous aurons 2 enfants, un garçon et une fille, que je garderai avec moi et à qui je donnerai le plus de bonheur possible. Tim Sup veille sur ses 36 pensionnaires avec l'amour d'une mère. Dans ce pays chamboulé par la folie des hommes, le nombre des enfants orphelins est difficilement estimable. C'est vrai que les arbres sont aussi impressionnants que les pierres, les volumes sont démultipliés. On est un peu au milieu de la jungle, on entend les oiseaux, pas mal d'humains aussi. Bon, heureusement, ils sont pas aussi vieux que les pierres, mais c'est assez impressionnant. Ouais. Il est tout aussi impressionnant de se rappeler que le royaume khmer régna 600 ans et qu'à son apogée, il domina presque toute l'Asie du Sud-Est. On raconte que la puissance de ce royaume venait de sa capacité à contrôler les réseaux d'approvisionnement en eau nécessaires aux 750 000 habitants qui vivaient alors à Angkor. Et c'est certainement en perdant cette capacité que l'Empire s'effondra et que la capitale fut déplacée à Phnom Penh. Aujourd'hui, Angkor est un site historique qui a gardé toute sa magie. Il attire au Cambodge de nombreux voyageurs et dynamise toute la chaîne de l'économie touristique. Angkor, la principale attraction du Cambodge, est populaire et rentable. C'est donc une opportunité pour les Cambodgiens de gagner un peu d'argent, comme ces hommes blessés par des mines antipersonnelles. Le groupe doit regagner Siem Reap pour reprendre l'avion, direction Ho Chi Minh Ville, retour donc au Vietnam. Après quelques kilomètres, le bus s'arrête dans un petit village. Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous, sonne les matines, ding dang dong. Parce qu'on pensait que les écoles étaient peut-être pas tout à fait équipées, et puis c'est sympa. Plutôt que de l'argent. Au moins ils vont pouvoir dessiner, écrire. Ça, dans leurs écoles, ça peut peut-être les aider. Ben là, je leur apprends vaguement à colorier. T'as vu ta mère Ah, tu sais colorier? Oui. Bien sûr.
Faites-le maintenant. On va te laisser ici, Lara, pendant une semaine. Il faut terminer la cerise. Bravo! Elle s'applique en plus. Oui, oui, il y a la... Ouais, vachement. Le retour dans les rues de l'ancien Saïgon est un choc. La capitale des deux roues fait son show. Une partie du prix du voyage payé par notre groupe de Français est reversée à l'Institut du Cœur fondé par le professeur Carpentier. Au Vietnam, 10 000 enfants meurent chaque année de malformations cardiaques et il y a 15 ans, aucune structure n'était capable de soigner ces pathologies, trop chères et trop techniques. Depuis 1993, date où il a été inauguré, ce sont plus de 20 000 opérations qui y ont été pratiquées. Malheureusement, comme dans beaucoup de pays, l'aide aux soins est pratiquement inexistante au Vietnam. À l'Institut, la solution économique est d'utiliser une partie des frais payés par les patients les plus aisés pour financer les opérations du cœur des malades des familles pauvres. Le docteur Ban est cardiologue. Il a approfondi sa technique chirurgicale en France. Ce matin, il consulte au service des soins intensifs. De nombreux malades attendent de savoir s'ils pourront ou non bénéficier d'une opération. Comment vas-tu ce matin? T'as passé une bonne nuit? Ce jeune garçon a 22 ans. Il est né en 1988. Il a eu un problème de communication interventriculaire, un problème cardiaque. Pendant longtemps, par manque de diagnostic et par manque de moyens, il n'a pas eu l'opportunité d'être opéré. Après plusieurs mois, lorsqu'il a enfin pu arriver jusqu'à l'Institut, il était déjà trop tard. Maintenant, pour qu'il puisse se faire opérer, il faudrait beaucoup d'argent qu'il n'a évidemment pas, et sa famille non plus. L'autre solution serait la participation d'un fonds d'aide financier pour subventionner son opération. En attendant ce fonds d'aide hypothétique, nous essayons d'établir le diagnostic le plus juste possible de sa maladie pour déterminer s'il est encore opérable ou non. Si c'est trop tard pour garantir une chance de réussite sérieuse de cette opération, nous lui donnerons des médicaments pour le soulager. Mais pour l'opérer, il faut absolument trouver un financement extérieur, et cela pour qu'il ne prenne pas la place d'un jeune patient dont l'opération serait plus sûre de réussir. Ce sont des choix difficiles. Les jeunes patients en attente d'opération sont trop nombreux pour pouvoir tous bénéficier du système mis en place. Il n'y a pas d'autre choix que celui d'évaluer puis sélectionner les postulants. Ces opérations du cœur sont de vraies prouesses et ceux qui les pratiquent des hommes d'exception. Depuis peu, tous les médecins sont vietnamiens. Trinh Ngoc Me est l'une des 2 assistantes sociales de l'Institut qui ont la lourde charge de visiter les familles et d'estimer leurs conditions sociales. Ce matin, elle se rend dans le pavillon des enfants pour voir une petite fille qu'elle a évaluée et qui a été opérée quelques jours plus tôt. C'est une famille pauvre de Quillia, de la province du sud du Vietnam, de 295 km de Ho Chi Minh Ville. Elle vient à l'Institut du Cœur parce qu'elle a une maladie cardiaque. Et puis elle vient d'ici parce que sa famille est pauvre. C'est pourquoi elle doit demander une aide sociale pour une opération. Après avoir fait une visite à domicile, on voit que c'est une famille très pauvre. On fait une aide sociale, et on présentait à la Fondation Alain Carpentier pour demander une aide. Et maintenant, l'aide
La fondation a payé l'aide pour l'opération et elle a opéré maintenant, elle est très bien. Pour aider un carré, il faut connaître, ça veut dire, à fond sa famille, parce qu'il y a des demandes qui ne sont pas vraies. Voilà. Et c'est pourquoi nous devons faire des enquêtes sociales à domicile pour voir de près son niveau de vie. Et puis on se voit tout de suite, parce que par exemple, si une famille qui ne sont pas pauvres, ils n'habitent pas dans une maison en paille ou comme ça, il n'y a rien dans sa maison. Il y a tout juste un lit, une armoire et quelques tabourets comme ça. Quand je vois qu'elle est comme ça, je suis très heureuse. On va aider un enfant comme ça, c'est très bien. Qui vient ici, elle n'est pas comme ça, elle ne rit pas, hein, elle ne mange pas, et maintenant elle rit, et puis c'est tout ça, après l'opération, c'est très bien. L'Institut du cœur d'Ho Chi Minh Ville est exemplaire dans son fonctionnement. De nombreux projets sont en cours de développement pour améliorer encore sa qualité et le nombre des opérations, mais cela passe évidemment par des programmes de financement qui parfois tardent à se mettre en place. Notre groupe termine là son voyage sur la route verte. Il aura parcouru près de 3000 km et vécu des instants d'échange et de fraternité. Passer sur le site d'Angkor, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique et ça reste un souvenir extraordinaire. Ça restera un souvenir extraordinaire. De façon générale, ce sont les gens, parce qu'on a rencontré des gens dans les coins paumés du delta du Mékong qui sont tellement accueillants, qui sont remarquables. Ça, c'était une très bonne journée. Les visites aux associations étaient assez sympas aussi. On voit des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir et qui font un travail magnifique. Je crois que mon meilleur souvenir, c'est sur le bassin, la croisière qu'on a fait une nuit sur le delta du Mékong. Ça, c'est vraiment un moment inoubliable. Ce que je retiendrai le plus, je crois, c'est la gentillesse, le raffinement, la délicatesse de ces gens-là. Qu'ils soient riches, pauvres, simples. On prend des leçons tous les jours et ce sont des gens qui sont absolument délicats et c'est très agréable. Une petite larme à l'œil, une petite pincée à ceux qu'on laisse, ceux qu'on connaît et puis ceux qu'on a appris à connaître pendant ces 10 jours. C'était très enrichissant, on dit que les voyages forment la jeunesse. Et ben, on a une plus jeune avec nous, mais bon, tant qu'on sait rester jeune, et puis comme il n'y a pas d'âge pour rester jeune, je dis